Sans vous dire bonjour ni bonsoir, bienvenue dans votre nouveau podcast préféré. Le moins que l'on puisse dire, c'est que 2023 a été une année de cinéma bien remplie. Entre le phénomène Barbenheimer, le retour de grands cinéastes, la confirmation du talent ou de son absence pour de nouveaux auteurs émergents, 2023 a été une année de cinéma merveilleuse où la fermeture des salles nous semble déjà être un lointain souvenir. Afin de terminer l'année en beauté, l'équipe vous a concocté 2 podcasts tentant de résumer le meilleur et le pire de l'année 2023 au cinéma. Sur ces précisions, trêve de bavardage et bienvenue dans Hors Champ. Et aujourd'hui pour les tops et flops de l'année, eh bien l'équipe est au complet. J'ai avec moi évidemment notre nouveau chroniqueur de l'émission, Paul. Est-ce que ça va ? Bonsoir messieurs, ça va super. Est-ce que toi, ton année 2023 de cinéma, tu considères que ça a été une bonne année ? Et ben alors, comparé à 2022, moi je suis très content parce que bon, grâce au confinement et grâce à ces années où les scénaristes ont pu trouver de nouvelles idées, je trouve qu'on a été très gâtés par cette année. Ok, et toi Bartho, tu partages un peu cet avis ou pas ? Salut tout le monde, ouais, moi c'est vraiment cette année de cinéma, je me demande si ça n'a pas été mon année préférée tout court, depuis que je suis cinéphile, donc non, moi je suis très content de cette année. Est-ce que Raph, tu partages toi aussi cet avis, toi qui es aujourd'hui chroniqueur et non pas présentateur ? Tout à fait, je rejoins Bartho. De toute façon, chaque année, il y a toujours des surprises chaque année, mais là je pense que c'est mon année préférée, clairement. Et avant de commencer à révéler nos films préférés de cette année, je tiens à préciser quand même 2 ou 3 petites choses. Alors évidemment, nos choix n'engagent que nous. Cette liste de films n'est pas exhaustive, on a essayé de se limiter seulement à quelques films pour que le podcast ne soit pas trop conséquent, et du moins j'espère qu'on arrivera à faire un épisode qui ne dépassera pas les 3 heures. Il y a aussi des films qu'on a adorés, mais qu'on ne va cependant pas aborder aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils ont déjà un épisode consacré. C'est le cas par exemple d'Oppenheimer, je vous invite à écouter le débat qu'on a fait dessus, mais c'est aussi le cas de Boys Afraid, dont on parle dans le tout premier épisode du podcast, et enfin il y a le cas de Babylone de Damien Chazelle. Mais y a pas d'épisode dessus, Démé. Il n'y a pas d'épisode dessus, le film nous a beaucoup plu, mais justement, on a prévu de lui consacrer un épisode entier qui sortira après les vacances, comme ça, vous êtes prévenus. Sans plus tarder, commençons messieurs, et Paul, j'ai envie de commencer avec toi, puisque tu as décidé de nous parler de Wonka. J'ai passé ces 7 dernières années à parcourir le monde pour parfaire mon art. Voyez-vous, je suis une sorte de magicien, inventeur et chocolatier. Alors taisez-moi et écoutez-vous. Non, c'est pas ça, je voulais dire l'inverse. Monsieur Wonka, je vois que vous êtes un homme très ingénieux. Qu'est-ce que tu fais ? Je fabrique du chocolat, bien sûr. Tu l'aimes comment? Noir? Blanc? Fondu? Totalement givré? Le jeune Willy Wonka, extraordinaire inventeur, magicien et chocolatier, tente de mettre en place une boutique de chocolat en ville. Il affronte le cartel des chocolatiers qui voit d'un mauvais œil son arrivée, alors qu'il se met à créer ses premières friandises uniques au monde, tout en rencontrant le peuple des Oompa Loompa. Willy Wonka fait partie de ces rares personnages adaptés au cinéma qui rajeunissent à mesure qu'ils font leur apparition dans un nouveau film. Wonka nous conte donc l'histoire de ce chocolatier, inventeur, génie de la fève de cacao qui a l'absolue conviction d'ouvrir une chocolaterie en souvenir d'une promesse faite durant sa tendre enfance. Un généreux personnage arrivant dans une ville qui a tout pour déplaire, que ce soit à cause d'un cartel de chocolatiers, de policiers corrompus ou encore d'une simple affiche déclarant interdit de rêvasser, tout semble aller à l'encontre de ses rêves et de la notion même du rêve. Le film est une comédie musicale irrésistible qui a su rassembler avec brio le manichéisme de l'œuvre de Mel Stuart et la fantaisie de celle de Tim Burton. Le cadre est un mélange entre l'artificialité des décors kitsch propres aux années 70 et les effets visuels novateurs du début du XXIe siècle. Et pour ce qui est des musiques, on ne peut pas être mieux servi. Il est très plaisant de découvrir de nouveaux titres qui se savourent différemment selon les spectateurs. Le tout est accompagné de superbes chorégraphies, pas forcément très académiques, je vous l'accorde, mais d'une inventivité remarquable, et qui sont d'autant plus magnifiées par les lieux et tournages qui parcourent toute l'Angleterre. Wonka est une promesse tenue, c'est ce qu'on attendait exactement de la part de Paul King qui semble affirmer une fois de plus un sans faute dans sa filmographie. Ses œuvres sont d'une justesse exemplaire dans ce que doit être un film familial. Une comédie qui aborde le thème de la famille, de la confiance, du courage, de l'amour et de l'espoir, et un panel de couleurs infinies pour continuer de faire rêver petits et grands. Bah écoute, je suis assez d'accord avec toi. Alors moi, j'irai pas jusqu'à dire que c'était mon film préféré de l'année, je trouvais que c'était un très bon film, ça marchait bien. Comme les Paddington, c'est des bonnes comédies anglaises, voilà, c'est un humour très anglais, Wonka. C'est assez cool, c'est une relecture intéressante, parce que du coup, forcément, quand on pense à Willy Wonka, t'es d'accord Paul, on pense plutôt à Charlie à la chocolaterie de Tim Burton. Et tu vois, ce qui est différent là, c'est qu'avec le Charlie et la chocolaterie de Tim Burton, en fait, il s'appelait Charlie et la chocolaterie, mais on voyait beaucoup de Wonka, parce que Johnny Depp prenait tout l'écran, alors que là, ils assument enfin que c'est Wonka qui est le personnage principal, et c'est beaucoup plus intéressant. Et même moi, j'ai envie de te dire, si j'ai choisi ce film, c'est parce qu'il m'a surpris de la façon dont il est aussi bien, parce que j'étais tout seul moi dans ma salle de cinéma, mais je savais très bien qu'avec ma famille ou avec des amis, j'aurais passé encore un meilleur moment, parce que c'est vraiment une comédie comme on l'aime, à mes yeux, parfaite. Alors tu trouves pas que c'est un film qui serait un petit peu trop opportuniste ? Voilà, on a Timothée Chalamet en tête d'affiche, bon c'est encore un spin-off d'une licence très connue, est-ce que c'est pas un film qui juste essaye de surfer sur une vague ?
relancer une licence un peu morte. Est-ce que c'est pas un film qui sera vite oublié? Ouais, mais justement, tu vois, moi on peut se baser sur les stéréotypes et se dire, bon, si Timothée Chalamet, c'est le gars le plus connu actuellement, il veut faire sa carrière, mais en même temps, les gars, quand tu regardes le film, il assume complètement qu'il est kitsch et il va n'importe où en fait, tu vois. Mais il C'est un cabotine et on s'en fout, parce que ça marche vachement bien. Évidemment, Je parce suis d'accord que avec toi. il y a des films comme ça où tu te dis, je vais pas être compliqué, je vais me laisser emporter, tu te laisses emporter et ça marche super bien. Et pour ce film, bah, c'était le cas. Et bah, merci pour cet édito, Paul. Je vous encourage à aller voir Mon Camo aussi, et on va passer tout de suite au prochain film. Vous n'êtes pas ici. On n'est pas là. La voiture a explosé. Venez chercher les filles, je dois rester ici avec Woodrow. Je suis pas le chauffeur, je suis le grand-père. Où êtes-vous? À Asteroid City, Farm, route 6 au kilomètre 120. En 1955, des élèves se rendent avec leurs parents dans la ville désertique américaine d'Asteroid City pour participer au congrès Junior Stargazer. L'événement attire également des astronomes, des enseignants et des militaires dans cette localité isolée. Mais pendant la manifestation scientifique, les participants reçoivent soudainement la visite d'un extraterrestre. Asteroid City devient alors une zone interdite et tout le monde se retrouve piégé. Et Barto, je t'en prie, démarre donc cet édito. C'est assez fou aujourd'hui se dire que Wes Anderson est un des réalisateurs qui crée le plus de débats dans le cinéma. Vous le connaissez sûrement pour des films comme Fantastic Mr. Fox, The Grand Budapest Hotel, qui sont vraiment tous connus comme des films excellents, que ce soit par leur narration et surtout leur direction artistique, très carton-pâte, c'est des visuels très marqués et hyper reconnaissables. Voilà, sauf que depuis quelques années en fait, que ce soit de la part de la critique ou du public, il y a une petite musique qui revient. On dit de Wes Anderson que c'est un réalisateur en bout de course, qui est en auto-caricature de son style, et qui intéresse de moins en moins, qui se répète, et que ça aurait jamais été aussi flagrant qu'avec Asteroid City, qui serait un mauvais film, qui fait que collectionner les acteurs sans grand intérêt. Mais moi je trouve que cette esthétique soignée, cette symétrie, ce cadre, ils sont là dans Asteroid City pour servir le meilleur récit qu'ait jamais porté Wes Anderson à l'écran. Ça va s'articuler autour de plein de personnages hyper riches, colorés, drôles, émouvants, que permet le film Asteroid City. C'est beau, c'est bizarre, mais c'est une petite merveille. Et cette rencontre avec cet extraterrestre dont Aimé vous parlait dans le pitch, c'est le prétexte parfait pour traiter de plein de sujets qui tiennent à cœur Wes Anderson, que ce soit le deuil, l'amour, la famille, le déni, enfin vraiment c'est d'une richesse de propos incroyable. Et d'entrée de jeu, il faut dire que c'est un film qui a beaucoup de contradictions. On est à la fois dans un ton de conte enfantin, naïf, et en même temps on a un propos extrêmement dur et des personnages tous mélancoliques. Nous en tant que spectateurs, on s'explique jamais vraiment pourquoi ces personnages sont si tristes. Wes Anderson nous dit que c'est pas grave, et qu'il faut s'abandonner quand on regarde un film. Il y a d'ailleurs une réplique assez amusante du personnage de Jeff Goldblum dont je vous révèle pas tout, mais qui dit voilà, moi je joue un personnage, c'est un alien. Bon, par contre, c'est une métaphore, mais j'ai pas compris de quoi. Et je trouve que c'est à la fois une touche très amusante et hyper émouvante sur le cinéma de Wes Anderson et sur le cinéma en général, parce que tous les personnages qu'on nous montre, c'est des personnages qui eux-mêmes sont des acteurs, qui jouent des personnages, et je trouve que ça permet une réflexion sur le cinéma qui est passionnante, et qui est pas empreinte d'une certaine manière d'envisager le cinéma comme quelque chose de trop intellectuel, où chaque image qu'on nous montre, c'est des plans qu'il faudrait analyser dans une idée de dire il y a des détails cachés, quel secret on va découvrir. Là, Asteroid City, c'est le fait de se dire oui, les images sont sublimes, oui, le cadre est extrêmement bien travaillé, mais c'est pour servir un propos absolument désarmant de beauté. En tout cas, moi, c'est ce que je pense de Asteroid City et du cinéma de Wes Anderson. C'est mon film préféré de l'année, je pense que je vais avoir du mal à oublier ce chef-d'œuvre. Merci Barto pour ton avis, enfin moi tu sais que j'ai beaucoup aimé le film aussi, mais je vais restreindre le débat maintenant. Pourquoi? Parce qu'on va parler d'Asteroid City dans les flops aussi. Vous allez vous dire mais qu'est-ce qui se passe? Parce que Barto est dans cette offre, voilà, ouais. Asteroid City il l'a beaucoup aimé, mais l'un des chroniqueurs autour de cette table n'a pas du tout aimé le film, on en reparlera tout à l'heure dans les flops, donc si vous voulez avoir notre avis dessus, regardez l'épisode flop de l'année. Et sans plus attendre, enchaînons avec notre troisième film préféré de l'année. Raph, tu vas nous parler de Spider-Man Across the Spider-Verse. Tu veux faire un tour? Miles, être Spider-Man, c'est faire des sacrifices. Tu dois choisir entre sauver une personne et sauver tous les univers. Après avoir retrouvé Gwen Stacy, Spider-Man, le sympathique héros originaire de Brooklyn, est catapulté à travers le multivers, où il rencontre une équipe de spider-héros chargée d'en protéger l'existence. Mais lorsque les héros s'opposent sur la façon de gérer une nouvelle menace, Miles se retrouve confronté à eux et doit redéfinir ce que signifie être un héros afin de sauver les personnes qu'il aime le plus au monde. Raph, c'est toi qui as choisi de nous parler de Spider-Man Across the Spider-Verse, donc je t'en prie, balance ton édito. Pourquoi Spider-Man Across the Spider-Verse s'imposera à mon sens comme une œuvre révolutionnaire dans notre époque?
Ma réponse, la voici. Moi, j'ai été vraiment marqué par l'esthétique absolument exceptionnelle du film, piloté par les maestros Phil Lord et Chris Miller, déjà aux commandes de Tempête de boulettes géantes, et La Grande Aventure d'Ego. C'est une esthétique qui est très dense et qui, à la manière du pop art, nous plonge aux abysses des émotions des personnages, souvent dépassées, bouleversées et parfois amoureuses. Impossible aussi de passer sous le silence la bande-son absolument géniale de Daniel Pemberton, celui qui signe aussi celle des Bad Guys. L'animation aussi qui est franchement parmi les plus belles que j'ai pu voir sur un écran cinéma et sur un écran en général. Et en fait, ce film, je l'ai perçu comme un véritable chaos maîtrisé, où absolument tout est au service des personnages et à l'honneur de la franchise. Et la force du film, c'est qu'il utilise la figure emblématique de Spider-Man pour aborder des thèmes poignants, la paternité. Qu'est-ce que c'est que d'être un père? Est-ce que je serai à la hauteur, nous dit Peter Parker à sa femme devant le berceau de sa fille. Et c'est aussi Miles Morales derrière son masque qui déclare son amour à son père, incapable de le faire en face. Je pense qu'on ne saisit pas à quel point ce film est révolutionnaire. Spider-Man Across the Spider-Verse s'inscrit dans cette nouvelle vague de films d'animation aux côtés de Chapeauté, Les Mitchell contre les machines, le nouveau Ninja Turtles et surtout Spider-Man New Generation, précurseur de Cross de Spider-Verse. Et en fait, ces films révolutionnent la conception des films d'animation en alliant humour, émotion, mise en scène extrêmement fraîche et originale et une esthétique évidemment jubilatoire. Et à côté d'une franchise Disney qui semble largement s'essouffler, Pixar qui peine à innover, émergent des œuvres d'animation qui sortent des sentiers battus, et Spider-Man Across the Spider-Verse en est la preuve. Et il y a une question qui persiste dans le monde cinéphile, et on s'est posé cette question autour de la table, peut-on encore produire du bon cinéma grand public ? Est-ce que le public ne sera-t-il pas lassé ? Et le succès de ce film avec ses 550 000 entrées en France lors de sa première semaine répond clairement que oui. Et j'attends comme un fou la suite du film qui sortira le 3 avril prochainement au cinéma, Beyond the Spider-Verse. The Spider-Verse. Merci Raph pour cet édito. Moi aussi j'ai beaucoup aimé le film, j'ai l'impression de dire cette phrase 50 000 fois, mais c'est vrai. Moi j'ai beaucoup aimé le film cette année. Barto, toi je sais que t'es assez déçu des films de super-héros récemment, mais par contre que tu as adoré Spider-Man Across the J'ai cru que t'allais Spider-Verse. dire, je sais que t'es assez déçu du film. Non, vraiment, à part Asteroid City, c'était aussi mon gros coup de cœur de l'année. Je pense que de tous les films de super-héros qu'on a depuis 10 ans, celui-là c'est largement le meilleur. Ouais, clairement. Et je pense que je suis seul ici qui est aimé mais sans plus, parce qu'en fait j'avais pas vu le 1, je suis venu avec vous pour voir le 2, ok. et j'ai pas été tellement emballé en fait. Je pense que c'est cette animation, avec les animés j'avais déjà ce problème, c'est j'arrive pas à me faire à l'animation, mon œil en fait ne trouve pas ça assez charmant, assez, enfin, tu vois si vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment une animation, c'est t'es dedans, ça t'emporte, et là j'ai pas vraiment été pris, même si j'admets vraiment que c'est une belle histoire et des très beaux personnages. De toute façon, Spider-Man pour moi c'est un des meilleurs héros, donc là c'est magnifique. Après pour le coup, toi t'étais pas vraiment film d'animation, t'étais pas le public visé quoi. Ah bien sûr, Ouais. et du coup c'était une de mes premières expériences comme ça, et bon je suis assez réticent, mais je reste sur un bon petit set quand même. Pour moi justement c'est un bon petit neuf ce Spider-Man, parce que vraiment le style d'animation, surtout des productions américaines où t'as parlé de Pixar, Raph, et vraiment c'est ça, je trouve que Ouais, c'est clair. ça se répète tellement que moi mon œil justement il en est lassé, donc je suis très content d'avoir des propositions comme Spider-Man qui vraiment dans le style et la DA chamboule tout, et en plus dans l'histoire vraiment c'est hyper drôle et hyper émouvant, c'est une révolution à tous les étages quand Ouais, même. complètement. Je suis trop d'accord. Surtout qui est très moderne, parce que là c'est c'est la synthèse de la 2D et de la 3D. Je sais pas si vous avez vu le dernier Disney Wish, mais ça non, j'ai porte pas vu, mais, ça porte très bien son titre sans mauvais jeu de mots, parce que vraiment Ouh. c'est très laid. Non mais c'est extrêmement laid. Allez voir la bande-annonce, c'est Et vraiment... je dirais même they très wish they will be better. C'est vrai. Vous l'avez? Moi je l'ai, j'espère que les On la garde anglophones celle-là, l'ont. on la garde. Ouais, et sans plus tarder, j'enchaîne avec mon top de l'année, qui est Le règne animal. C'est une mutation, c'est un phénomène récent, complexe, et j'admets volontiers, on comprend pas tout. C'est ta mère, Emile. Ça t'a fait quoi quand maman elle a commencé à changer? Faut me faire confiance. On va la retrouver. Les premières mutations de l'homme vers l'animal sont apparues. Ces créatures se font suivre et soigner dans des centres spécialisés. Lorsqu'un jour, un convoi est victime d'un accident, certains êtres parviennent à s'enfuir dans la nature. Alors en vérité, il s'agit pas de mon film préféré de l'année. Ça doit se jouer en vrai entre Oppenheimer, dont on a déjà parlé, et Asteroid City, que Barto a tenté de défendre plus tôt. Mais je ne choisis pas Le règne animal par dépit, bien au contraire. Je l'ai rattrapé tardivement après sa sortie, et il faut le dire, quelle claque ce fut, mes chers amis. Je pourrais vous rappeler sobrement que ce film est un ovni de production, ou alors que c'est la continuité d'un cinéma français de genre, si cette expression signifie réellement quelque chose, qui gagne de plus en plus de renommée ces dernières années.
Mais vous savez, j'ai l'impression que dès qu'un film français a de l'ambition, de faire quelque chose qui sort des codes ou qui a un gros budget, j'ai l'impression qu'on le regarde comme un enfant qu'on a peur de froisser, et on le ramène qu'à sa maigre condition de film français. C'est un bon film pour un film français, quoi. Et c'est pas juste que Le règne animal est un très bon film de genre, c'est un excellent film en lui-même. Et il y a plusieurs aspects qui font me dire ça. Il y a un mélange des genres que je trouve fascinant. Le film passe de la comédie au film fantastique en un claquement de doigts, c'est toujours crédible et j'y crois à chaque fois. C'est un film fantastique mais qui ne laisse pas indemne, c'est souvent dégueulasse, ça hurle dans tous les sens, mais ça sait aussi, et à de très rares occasions, avoir des moments de calme, de tendresse, toujours aussi puissants. Mais c'est aussi pas qu'un film fantastique, pas qu'un film semi-horreur, c'est aussi un teen movie sur le passage à l'âge adulte que je trouve hyper touchant. C'est un film qui est plein de bons sentiments mais qui te prend pas par la main, et la tristesse des personnages n'est jamais mise de côté, on assume de parler d'émotions. Voilà un film qui essaye d'être total, plus qu'une comédie, plus qu'un drame fantastique. Le règne animal est porté par deux comédiens que j'ai trouvé absolument fabuleux. D'abord, il y a Romain Duris, qui est un acteur pour qui j'ai toujours eu de la sympathie, mais qui m'a jamais convaincu. Et c'est chose faite aujourd'hui, parce que je trouve sincèrement que c'est un de ses plus beaux rôles de toute sa carrière. Il y a aussi Paul Kircher, qui a été critiqué à droite à gauche pour son jeu particulier, et je peux pas vous dire à 100% qu'il est irréprochable en tant qu'acteur, mais il y a dans son jeu une forme de naturalisme, de sincérité, qui fait que je crois à tout ce que traverse ce personnage. Je trouve que les deux acteurs surperforment, notamment dans la fameuse scène de la voiture, où en cherchant leur mère, ils se laissent aller à une scène de bonheur père-fils, avec la magnifique chanson de Pierre Bachelet, Elle est d'ailleurs. Alors je sais pas si c'est un film parfait, mais j'en suis sorti les larmes aux yeux, et même encore, quand je vous en parle, je suis toujours ému, donc pitié, allez voir Le règne animal. C'est l'un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie. Bah, moi je suis complètement d'accord avec toi, moi, je pense que c'est l'un de mes films préférés de l'année, j'ai beaucoup hésité à le choisir. Je l'avais vu avec Paul justement, il avait été un peu plus déçu, mais moi pour le coup c'est vraiment une vraie claque, et non, je te rejoins complètement. Ok, en même temps, Paul, c'est souvent le pisse-roi du groupe, il n'aime pas grand-chose. Je suis le vilain petit À part canard les films western des années... Et la licence Equalizer. La licence Equalizer, et si vous avez des films de 1920, les gars, je suis là parce que j'en ai plusieurs actuellement. Je sais pas si c'est là qui sortent en salle, mais non, je suis le vilain petit canard du groupe, et c'est vrai que Le règne animal, c'est vraiment des films que j'aime, mais sans plus. Comparé à vous qui avez la chance, en fait, moi je vous en veux un peu d'avoir la chance d'être emporté à ce point. La chance d'être curieux peut-être. Non, la chance d'être emporté à ce point, et moi c'est un peu moins, moi j'ai bien aimé, mais sans plus. Mais moi tu vois, je sais que, et c'est pour conclure là-dessus, après on passera aux mentions honorables, mais moi je sais que l'expérientiel joue beaucoup pour ce genre de film. Peut-être si je l'avais vu chez moi sur mon téléphone, j'aurais trouvé ça bien, mais pas exceptionnel, mais c'est peut-être le fait d'être dans les meilleures conditions possibles pour apprécier ce film qui m'a peut-être autant marqué et qui m'a autant plu. Vous connaissez maintenant nos films préférés de l'année, mais puisque ce serait trop compliqué de résumer une année de cinéma à seulement 4 films, voici, un peu en vrac, nos mentions honorables de l'année. Et c'est parti, puisque certains autour de la table ont aimé Mission Impossible Dead Reckoning et veulent même le défendre. Raph, est-ce que t'as aimé ce film ? Oui, complètement, mais je voulais choisir... Je voulais choisir Mission Impossible, alors... Enfin, j'ai choisi Mission Impossible, bon, j'aurais pu choisir autre chose, mais j'ai vraiment voulu le choisir parce que vous voulez tous le casser, ce film, alors que non, alors que c'est un film qui, je trouve, est très très efficace. Alors, faut rappeler que moi, c'était une séance solo, j'avais très très envie de le voir. Et voilà, non, je trouve que c'est un film qui est efficace, l'action est géniale, j'ai pris vraiment du plaisir à voir ce film. Tout le monde a dit que c'était très long, que ça se répétait beaucoup. Moi, je trouve qu'au contraire, que c'était justement essentiel. Non, mais oui, essentiel, efficace, essentiel, c'est-à-dire. Bah, c'est essentiel que l'action soit longue pour permettre au film. Ah oui, non, mais même au-delà que ce soit essentiel, c'est vraiment efficace, l'action est géniale. Non, vraiment, moi, c'est pas le coup de cœur de l'année, évidemment, mais je trouve qu'il y a pas de quoi le casser, quoi, le film, vraiment. En fait, je ne comprends pas pourquoi c'est à ce point-là une telle déception, mais vraiment, je me suis posé la question parce que je l'ai vu après vous, j'ai pas compris pourquoi c'était une telle déception, alors que très honnêtement, alors c'est pas un chef-d'œuvre, évidemment, mais c'est d'une grande efficacité, vraiment. Réponse dans l'épisode flop que vous pouvez aller voir tout de suite sur Spotify, désolé de ce teaser, mais bon, peut-être on peut dire rapidement, puisqu'on est 3 quand même à ne pas l'avoir aimé, on peut dire rapidement ce qui nous a déçus, mais il faut se les garder pour les flops. Sinon on peut se les garder pour les flops. On peut se le garder pour les flops. Un petit teaser, juste un petit teaser, Bartho, vas-y, c'est nul. Et on passe tout de suite. Je voulais dire aussi, je rappelle quand même que Paul et moi on n'a pas choisi en top Babylone. Mais ça aurait été ça. Voilà, mais sinon ça aurait été ça parce que je pense que c'est peut-être ma plus belle expérience en salle de cinéma. On n'a pas voulu en parler parce qu'on va, dès Mélanie, on va en dédier un épisode spécial. Mais voilà. Puis vous l'avez vu peut-être même 14 fois au cinéma, donc... Bartho, toi t'as voulu nous parler d'un autre film aussi, un film qui aurait eu la Palme d'Or,
Donc il aurait eu. Donc il l'a eu. Il l'a eu. C'est pour conditionnel. Non, il a eu la Palme d'Or. C'est un film de Justine Triet. Tu voulais nous parler d'Anatomie d'une chute. Bah oui, parce que je trouve que quand le cinéma français fait un chef-d'œuvre, il faut qu'on le célèbre tous ensemble. Et voilà, enfin, c'est un film, quand je suis sorti, je m'étais dit, ouais, c'était pas mal. Et en fait, c'est vraiment un film qui a pas arrêté de grandir en moi. Plus les jours ont passé, plus j'y repensais, et plus je me disais, mais ce film fait tout bien. C'est-à-dire que vraiment, il y a des performances d'acteurs dans ce film qui sont permis parce que le film est brillamment écrit par Arthur Harari et Justine Triet. Et vraiment, moi je pense aux deux personnages des avocats, joués respectivement par Swan Arlo et Antoine Reynard. Waouh, c'est des personnages qui vont me rester à vie, vraiment. Je pense que même moi, je sais que ce film il est très aimé, je le vois partout, qu'il est en train de tout rafler dans les festivals, mais même moi j'ai encore du mal à me dire vraiment ce qui me touche tant dans ce film. Donc, enfin bref, c'est un grand film. Et je me permets d'enchaîner avec toi, Barto, parce que ce que tu as dit sur Anatomie d'une chute, alors je le ressens aussi, c'est un film que j'ai adoré, c'est peut-être l'un de mes films préférés de l'année aussi. Mais ce que tu dis, je peux l'appliquer sur ce que je pense de Killers of the Flower Moon. Alors on l'a vu tous ensemble. Je sais que tout le monde autour de cette table n'est pas aussi dithyrambique que moi sur le film, mais moi c'est un film qui n'a pas arrêté de grandir en moi. Alors pendant le visionnage, c'est sûr que j'ai pas pris mon plaisir comme si je regardais un John Wick. C'est sûr que c'est très lent, c'est sûr que c'est un film qui est difficile d'accès, mais c'est en y repensant, c'est en me réécoutant la BO, en essayant de comprendre ce que je m'étais pris dans la gueule, que je me suis dit putain c'est vraiment un grand film quoi. Et moi qui suis fan de Scorsese, j'avoue que ça m'a surpris, mais dans le très bon sens. Et je pense que les grands auteurs c'est ça quoi, c'est arriver à nous surprendre encore. Le mec il est à 80 ans, il a peut-être fait l'un des plus grands films de sa carrière, donc je vous conseille d'aller le voir si vous l'avez pas vu, même si je dois vous prévenir, il fait 3 heures. Et moi, je serais celui qui serait contre ça, parce que qu'est-ce qui m'a saoulé dans ce film? En fait, c'est cette utilisation pseudo-westernienne, où il essaye d'utiliser la lenteur japonaise avec des plans, il fait des plans larges, des plans fixes, qui en fait ne marchent pas, il n'arrive pas comme son prédécesseur Léon, qui était un monstre alors là-dedans. je suis désolé de te couper tout de suite, mais là tu demandes à nos auditeurs, c'est pas du tout un western. Ça a pour cadre un western, ça cite le western, mais c'est pour mieux. Je te parle des principes de cadrage qu'il fait, et qui en fait ont fait pour moi ce qui est devenu la longueur, ce qui est en fait, parce que le film de 3 heures en soi aurait pu paraître très rapide, ou alors en tout cas on aurait pu se dire ah bah oui ça marche avec moi, je suis emporté, mais en tout cas moi je l'ai pas pris parce que j'ai trouvé que ces lenteurs et ces angles de caméra qu'il essaie de faire parfois ne marchent pas comme il aurait pu le faire dans un western. Alors évidemment c'est pas un western, on n'est pas là pour dire ça. Moi je pense que t'es un petit peu trop fan de western et que t'as pas pris pour ce qu'était réellement le film. Moi je trouve que c'est justement un film qui marche parce que c'est un film à ambiance, à atmosphère, c'est quelque chose, il y a très peu de scènes clés. C'est dur vous pourriez, parce que vous avez envie de me contredire je pense sur le film, mais c'est dur de sortir 3 ou 4 scènes clés très marquantes du film, alors par exemple pour Les Affranchis au Casino c'est beaucoup plus simple. Et moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé, que toi t'as un peu moins aimé, mais je vous encourage quand même à aller le voir, Et Paul, d'ailleurs, toi, t'es encore là. Bonjour. Bonjour. Salut les gars, bonsoir, ça fait plaisir d'être là. Et tu veux nous parler de The Equalizer 3. Je me demande toujours pourquoi d'ailleurs, mais vas-y, essaie de défendre ce film. Effectivement. Alors non, pour moi, c'est un retour magnifique de Denzel Washington qui ici livre une performance exceptionnelle. Raph est avec moi parce qu'on a vraiment passé une séance magnifique. En fait, pourquoi? Parce qu'il y a un travelling mortuaire dès le début. Et vous savez que je me rends fou avec ce terme. Pour moi, il existe ce terme. Je sais que je l'ai peut-être inventé. Mais en fait, ce film, pourquoi il est bien? Parce qu'il est puissant. Il est franc surtout. Dans le sens où, dès qu'on arrive... En fait, la trame et le scénario en soi est assez simple. C'est juste un gars qui veut prendre sa retraite. Et comme on a pu le voir dans John Wick, c'est toujours la même chose. Et dans Night and Day aussi avec Tom Cruise, c'est toujours les mêmes scénarios. Attention à pas comparer Equalizer à John Wick 4 qui est une bouse absolue. On en reparlera dans les sûr. flops. Et donc, vraiment pour moi, il a marché exceptionnellement parce qu'en fait, c'est juste simple. C'est un gars qui, en plus Denzel, quand t'es attaché à ce gars, forcément. Une classe absolue. Une classe absolue, la classe américaine comme il faut. Et quand t'es attaché à lui, c'est encore plus beau. Et c'est un peu comme notre père en fait. T'arrêtes de me couper. Et c'est vraiment. Moi, j'étais totalement ahuri parce que même les scènes d'action, comme on sait que maintenant le numérique, à chaque fois, tous les jours, ça devient de mieux en mieux. Là, les scènes d'action sont encore plus belles. Le sang, il a une texture. Je sais pas si vous avez remarqué que c'est une texture spéciale, je trouve. Un truc plus réaliste. Et je vois que Barto fait la tronche et je vais te demander pourquoi. Parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a absolument marché. Et je vois que c'est pas ton cas. Equalizer 3, John Wick. Combien il y a de films d'action avec des personnages principaux qui ont plus de 70 ans. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est une mode à Hollywood de sortir des vieilles stars et de leur faire des trucs qu'ils sont visiblement pas capables de faire. Dans Equalizer 3, il n'y a aucune cascade marquante pour un film qui est censé être un film d'action, c'est une honte. Ok, alors dites-moi que c'est pas un film d'action et que c'est un genre de thriller sur un papy qui est à la retraite. C'est vraiment un film de retraité parce qu'il n'y a aucune idée de mise en scène. Denzel Washington n'a plus rien à jouer, j'ai beaucoup de sympathie pour ce mec, mais vraiment, c'est une honte que encore des films comme ça soient produits. Je ne comprends pas ce que vous avez pour ces films d'action en général qui ont rien à donner, quoi. Enfin,
Ça me dépasse. Moi, si je peux un petit peu nuancer quand même, alors moi je suis un peu moins emballé que Paul et Raph sur le film. Après, j'ai passé un bon moment devant, mais moi je serais quand même curieux. Peut-être essayez-moi de m'expliquer, peut-être Raph, vas-y. Pourquoi est-ce que vous aimez autant ce film? J'ai trouvé que c'était un bon film, voilà. Moi qui sais pour cas de l'Italie, donc moi j'aime bien, mais quand même ça joue vachement mal, quoi. C'est terrible. Bon, alors déjà, il faut savoir que Denzel Washington, partout, je l'adore. Donc déjà, ça, C'est vrai. ça, c'est une chose. Deuxièmement, bah oui, il y a moins d'action, mais c'est un film de retrait. C'est quelqu'un qui... Un film de retraite, mec. Ouais, bah... De une belle départ à la retraite. Une belle retraite. Une belle Non, retraite. mais et puis surtout, attends, tu parlais du sang. Moi, il y a cette scène, c'est quand il rentre dans la maison là, Le travelling du mortuaire. mafieux, le travelling mortuaire, Qui est où magnifique. tu vois le côté très gore du sang des corps morts, quoi. Et donc ça, c'était génial. Et puis non, c'est voilà, moi vraiment, je trouve Denzel Washington absolument brillant. Donc ce mec-là, je pourrais le voir 3h30 déguster des cafés, ça me dérangerait pas, quoi. 3h30, chers auditeurs, j'irai pas jusqu'à là. Mais en tout cas, non, là où je te rejoins absolument, c'est qu'en fait, c'est juste beau à voir. Et comme pour Wonka, je trouve qu'il y a une sorte de. En fait, c'est. Oh, le lien. Non, mais les gars, juste pour. Non, mais dans ce sens où on s'en fout des stéréotypes. On sait que c'est vraiment le film par excellence qui a tous ses clichés. Mais juste, on se laisse emporter. Tu sais, parfois, tu te laisses emporter, tu te dis, bon, je m'en fous. De toute façon, évidemment qu'il n'y a aucune réflexion derrière. C'est juste un gars qui prend sa retraite et qui, en fait, tue tout le monde sans pitié. Mais c'est pas ça la question. Tu sais que tu es là pour ça. Donc, tu te laisses avoir. Et en fait, la question, ce qui est intéressant de se poser comme question dans un film d'action, c'est de voir comment ils ont réussi à bien mettre en scène l'action et pas un scénario ou enfin, un truc à la David Lean ou à Kubrick comme vous voulez, parce que vous vous dites que tous les aspects du cinéma doivent se retrouver dans ce genre en particulier. Alors peut-être du coup, pour essayer de conclure, parce qu'on va pas non plus faire un débat que sur Equalizer 3 et on va essayer de parler d'autres films s'il vous plaît. Et pourtant, quelle erreur. Et pourtant, on pourrait faire Dieu sait qu'il y en a des choses à dire. un épisode consacré sur cette saga culte du cinéma peut-être, mais Equalizer 3, est-ce que ce serait pas justement la définition d'un plaisir coupable pour vous deux? Alors, Je sais pas, je dirais pas plaisir coupable. Moi, la saga Equalizer, elle est juste géniale. Moi, elle je la marche trouve- je la parfaitement. trouve géniale. Tu sais exactement ce que tu vas aller voir à l'écran. Bon là, c'est moins un film d'action que les deux premiers, mais c'est des films d'action très efficaces, un acteur qu'on adore. Bon voilà, j'en dis pas plus, mais Allez les gars, trêve de bavardage sur Equalizer 3, on fera sûrement un barbecue là-dessus. Magnifique. Raph, tu voulais nous parler de The Creator de Gareth Edwards. oui, bah, je voulais parler de The Creator parce que j'ai l'impression que c'est un film qu'on a. J'ai l'impression qu'il est passé un peu, comment on dit, il est passé un peu à côté. Au travers, Il est passé au travers, ouais. Alors que je trouve que c'est un film qui a une plastique super intéressante, super pertinente, très originale. En plus, je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de CGI dans le. Ouais, non, faut préciser que la plupart des décors sont naturels. Donc Voilà, c'est des décors naturels. Ça donne un vrai plus comparé à Complètement. beaucoup de grosses productions. Et on le ressent d'ailleurs dans Mais dans la vision. voilà, surtout que c'est pas juste naturel pour dire. C'est pas naturel pour dire oui, bon, on fait naturel, on fait pas CGI, on est contre la CGI. C'est vraiment. Donc, c'est des très beaux décors, c'est très très bien joué. Moi, non, je trouve que c'est. Non, j'ai vraiment adoré, ouais. Et ben moi, ce que je dirais, c'est que pour le coup, je trouve que c'est un des seuls blockbusters, un peu à la Watchmen, qui en fait va plus loin que ce qu'il est. Donc, c'est-à-dire, par exemple, Watchmen, ça parlait de la guerre du Vietnam, et ça faisait une rétrospection un peu sur ce qu'était le super-héros. Et là, dans The Creator, au-delà de son scénario vraiment simpliste, il aborde quand même pas mal de sujets, comme les drapeaux rouges du communisme, le salut divin avec cette grande nef, c'est ce grand vaisseau spatial qui arbore toute la Terre entière. D'ailleurs, on saluera malheureusement à la fin des problèmes scénaristiques avec c'est un peu mal fait sur ce point-là parce que on voit que la nef va d'un point à l'autre sans jamais se raccorder. Mais sinon, je trouve que vraiment les sujets abordés sont très intéressants. Complètement. C'était le truc de Raph. Mais... Non, c'était un peu. C'est pas grave. Ça. Non, ok. Parce que moi, du coup, j'ai un truc à dire. Vas-y. Parce que moi, j'ai senti énormément de. Voilà, on sent que le film s'inspire énormément de la culture asiatique, visuellement, etc., dans les thématiques. Donc, ce grand vaisseau au-dessus de leur tête qui est comme une sorte d'épée de Damoclès sur toute cette population, bah, moi, je pense à Evangelion. Évidemment, je pense à Evangelion. Raph, est-ce que tu es d'accord avec moi? Ouais, bien sûr. Donc, moi, ça, c'est des inspirations qui me touchent. Après, t'as raison, Paul, il y a quand même des. Ouais, c'est des erreurs scénaristiques, puis il y a des dialogues vraiment, tu te dis, mais c'est pas possible d'engager un scénariste, quoi. C'est sûr que le film est pas parfait. C'est sûr que le film est pas il parfait. est pas Mais je trouve parfait, que c'est vraiment un film. Mais il marche bien. Ouais, qui est très original, qui est vraiment différent. Et je trouve ça dommage qu'il soit passé à côté de la trappe. Tu vas comparer à Equalizer, ça c'est un bon film d'action, quoi. Et là, je vais vous sortir une phrase très médisante, mais est-ce qu'on attend plus d'un blockbuster? Oui. Oui. Évidemment qu'on attend plus. Toujours. Est-ce qu'on l'aura? On en attend toujours plus. Est-ce qu'on l'aura? Probablement jamais. Et pour terminer notre top de l'année, j'aimerais quand même, les gars, qu'on parle rapidement d'un film qui, je pense, nous a tous plu.
c'est Yannick de Quentin Dupieux. Alors c'est un réalisateur, on sait, qui est devenu de plus en plus populaire ces dernières années, parce qu'il fait 1 ou 2 films par an, le mec a vraiment une productivité incroyable, et c'est des films qui sont réputés comme absurdes, héritiers du surréalisme. Alors qu'est-ce qu'on a pensé de Yannick, les gars? Est-ce que c'est un film qui change dans sa filmographie? Vraiment, le cinéma français cette année, il a rarement été aussi en forme depuis très très longtemps. Quentin Dupieux, c'est un réalisateur très talentueux. Alors là, moi je parlais d'originalité tout à l'heure dans mes petites chroniques et dans mes avis. Alors là, Dupieux, bon bref, c'est un euphémisme de dire que ce réalisateur est original. Mais là, avec Yannick, il va aller encore plus loin. Parce que là, il fait plus de l'absurde pour l'absurde, pas seulement juste pour choquer, mais vraiment pour émouvoir son spectateur et vraiment toucher quelque chose, dire quelque chose de la France. Et ce huis clos, qui part juste d'un gars un peu paumé, qui arrête une pièce de théâtre un peu trop nulle, et ça va partir sur un huis clos comme ça d'1h10, une prise d'otage complètement barrée, drôle, émouvante, survoltée. J'ai jamais vu ça avant au cinéma. Et ça, j'en suis sûr, ça a jamais été vu. Et merci Quentin Dupieux de nous offrir ça. Yannick, c'est... J'ai vraiment l'impression que Yannick, c'est peut-être le film, comment dire, c'est un tournant dans le cinéma de Dupieux, parce que j'ai l'impression qu'il prend cette fois-ci vraiment au sérieux ses personnages. Tu vois, il leur donne du... Parce que il a toujours dit, oui, non mais moi, de toute façon, vous vous divertissez pendant 1 heure, et puis je prends pas trop au sérieux mes personnages, faut pas trop me prendre au sérieux. Là, quand même, j'ai l'impression, il aura beau dire ce qu'il veut, j'ai quand même l'impression qu'il prend vraiment au sérieux ses personnages. Et là, et c'est là toute la différence avec ce film. Avec la fin du film, il fait un pacte avec le spectateur. Ah bah complètement. Ce que je viens de vous montrer, c'était pas une blague. Sans dire la fin. Mais la fin, je pense que c'est peut-être la plus belle fin de... L'histoire du cinéma. L'histoire du cinéma. Non, mais des films de Dupieux en tout cas. Mais c'est peut-être, pour moi, c'est son meilleur. Je pense aussi. On va rentrer dans un débat, mais je pense que c'est en tout cas son plus sincère. Et moi qui n'ai pas vu beaucoup de Dupieux, je dois avouer qu'il m'a quand même pas mal bluffé, et j'ai très envie de voir son prochain Dali, qui me semble pour le coup très bon, avec des guests immenses. Et j'avoue, je suis pas encore totalement dans votre euphorie de cette originalité extrême, mais je sens que je commence à arriver, ça arrive en moi, ça monte, et avec Edouard Baird, c'est bon. Avec Edouard Baird, c'est bon. Et pour Dali, rendez-vous en 2024. Rendez-vous en 2024. C'est d'ailleurs comme ça qu'on va terminer l'épisode, puisque les tops c'est fini. On passe maintenant au flop. Merci à tous de nous avoir écoutés. On était ravis de vous parler des films qu'on a adorés cette année, et on espère que vous allez écouter l'épisode des flops. On a fait c'est un épisode pub pour l'épisode des flops, on n'a pas arrêté d'en parler. Complètement. Donc merci de nous avoir suivis. On espère continuer le podcast pour encore de nombreuses années avec vous. Donc merci à tous les auditeurs, et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Salut.